Lavoob and Hive, c'est un podcast fait par des passionnés de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Chaque mois, on vous partage des projets sur lesquels on travaille pour vous faire découvrir toute l'innovation qui se brasse chez nous. Aujourd'hui, des tartes de données. Bonjour tout le monde, bienvenue au 6e épisode, 6e déjà de Lavoob and Hive. Yes, aujourd'hui je suis en compagnie de Antoine Best-Margin. Bienvenue. Bien prononcé, merci. Ouais, j'ai fait un effort avant, j'avais jamais prononcé ton nom complet parce qu'ici on l'appelle Tito. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un projet qu'on a fait en collaboration avec Carrément Tarte, qui est une entreprise qui font des tartes carrées. Que vous aurez compris le jeu de mots. Mais pour commencer, comme à l'habitude, on se verse une bière ou une consommation pour aider à délier les langues. Donc, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui, Antoine? J'avais le choix de 4 bières, mais j'ai décidé d'y aller pour la blanche parce que même si la température n'est pas incroyable aujourd'hui, j'avais un petit mood estival. Je suis allé pour la blanche. Ouais, puis comme moi, j'ai pas un mot d'estival, puis comme je l'ai répété, je bois pas de bière, donc je suis allé me chercher un Gin Valley de Hubal. Je fais pas une commandite, mais c'est juste que c'est le gin de la compagnie de patates Dolbec du premier épisode. Ils font ça, c'est leur gin fait à base de patates. Donc je vais m'en verser un petit verre, puis pendant ce temps-là, je vais demander à Tito de nous parler de lui. Good. C'est quoi ton parcours? D'où tu viens? Ben dans le fond, j'ai un background en administration des affaires à Sherbrooke. J'ai fait mon bac là. J'ai eu des stages, j'ai eu des expériences de travail qui m'ont amené à réaliser que j'avais un intérêt pour la gestion des données. Suite à cette découverte-là, puis avec des amis, on a discuté de cet univers-là, des jobs potentiels, qu'est-ce qui nous intéressait de ça. Ben, on a décidé d'embarquer ensemble pour faire la maîtrise en intelligence d'affaires à Sherbrooke, qui se donne au même endroit. Suite à ça, j'ai décidé de m'emmener à Québec pour travailler ici. J'ai passé un peu de temps en assurance pour finalement atterrir dans le domaine manufacturier parce que c'est un domaine dans le service où qu'on travaille chez Vouban, on fait beaucoup de projets dans le manufacturier. Puis je voulais justement bâtir un peu d'expérience puis développer mes compétences dans cet univers-là à travers les technos puis les données. Puis c'est ce qu'on offre chez Vouban. Puis qu'est-ce qui t'a attiré chez Vouban en premier? Comment t'as connu Vouban? Dans le fond, c'est Sophie qui m'a approché parce qu'il y avait un projet qui avait besoin d'un spécialiste de données. Sophie qui est notre spécialiste RH. Exactement. Fait que c'est les ressources humaines qui m'ont approché à ce niveau-là. La première fois, j'ai dit non parce que c'était pas un bon timing. Puis finalement, l'autobus est passé une deuxième fois. Fait que j'ai pas pu refuser l'offre. Fait que ça m'a vraiment donné le goût d'embarquer dans l'aventure. Ça me permettait aussi de rentrer dans un côté plus technique de la chose, pas juste le côté plus gestion, fait que le côté technique des données avec une stack de données vraiment plus à jour, que j'ai pu développer mes compétences à ce niveau-là. Puis un des projets sur lesquels que j'ai pu embarquer, c'est Carrément Tarte, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Excellent. C'est la deuxième fois qu'on t'invite au micro. Je crois que la première fois ça a été assez comique. On devait faire un genre de vidéo sur notre expérience chez Vouban, puis je crois que tu devais parler 1 minute, 2 minutes? Ouais, un gros 1 minute, 2 minutes. Avec les caméras, là, j'ai de la pression, mais j'ai eu pas mal de difficulté. Je suis un bon créateur de bloopers, mais ouais, un peu de difficulté je pense qu'on a eu 14 minutes de bloopers avec ton 2 minutes. Je sais s'il y a un moyen d'attirer des gens, c'est pas ça. En tout cas, c'est hilarant. Excellent. Ce midi, je sais pas si t'es témoin, je me suis fait ramasser encore une fois aux échecs contre Zergey, qui est un de nos AI scientists dans notre team depuis 1 an. Puis il m'a comme challengé aux échecs. Il m'a dit qu'il payait la pizza si je réussissais à le battre. Puis j'ai toujours pas eu ma pizza. Ah. Je sais pas si je vais y arriver un jour. Là. J'avais joué avec il y a 1 mois. Il m'a torché carrément. Là, on va le dire. Là. Puis là, depuis ce temps-là, je joue à tous les jours pour essayer de devenir meilleur. Puis aujourd'hui, il me torche encore. Fait que je pense qu'il m'en manque un. Penses-tu que la 3e fois, ça va fonctionner ou pas vraiment? Mais l'important, c'est que j'ai aussi joué contre Kevin Moore, qui est notre boss. Puis je l'ai battu. Okay. Je dirais pas quand ça s'est déroulé, c'était un peu épique, là, mais j'ai réussi à le battre. Ça, si tu veux remonter ta confiance, joue contre moi, ça ne me dérange pas. Il y a des chances que tu gagnes. Ouais, c'est ça. Je suis meilleur pour jouer à taille, mettons. Là,
Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler de Carrément Tarte. Je sais pas si tu peux parler un peu du projet, puis nous raconter c'était quoi l'objectif. Puis, Absolument. Dans le fond, Carrément Tarte, c'est une entreprise qui ont un système de gestion intégré à l'interne qui permettent de suivre leurs opérations. Une quantité énorme de données. Catel, pour pas la nommer, la propriétaire ou la présidente de l'entreprise, a approché Wooban pour savoir s'il n'y avait pas des possibilités de prendre ces données et de les exploiter d'une certaine façon pour qu'elle ait un suivi opérationnel sur sa production. OK, puis juste pour faire une petite pause, là, un système de données intégré, c'est quoi exactement? Un ERP, un Enterprise Resource Planning, ou justement un système de gestion intégré, ça permet de suivre tes opérations, de gérer tes inventaires, de rentrer tes commandes, de suivre tes factures. Fait que c'est un système qui permet sur lequel ta business roule au niveau informatique. OK, fait que eux qui sont spécialisés, dans le fond, ils font c'est une épicerie fine. Non, ils vendent leurs produits dans des épiceries fines. Ça se dit-tu, ça? Des épiceries fines? Ouais, je pense qu'il y a des épiceries fines, des plus petits distributeurs, ils sont pas nécessairement dans les grosses chaînes. Puis ça, c'est d'après le site web. Peut-être qu'il y a des démarches pour aller plus loin, mais j'en ai aucune idée. C'est à eux à décider rendu là, mais ils fabriquent ça. Donc, c'est leur offre de service, leur produit qu'ils ont eux-mêmes développé. Puis leur système de gestion intégrée, ben eux autres, ils l'utilisent pour suivre leur opération. Puis de ce système de gestion-là, ben il y a des sources de données qui récoltent ces données-là, qui les collectent, puis on peut bien évidemment les utiliser pour faire un suivi stratégique, tactique, opérationnel. OK, fait que de ce que je comprends, il y avait des excellentes données. J'imagine que c'est pas fréquent dans d'autres entreprises d'en avoir une aussi tight sur la collecte de données. Peux-tu donner des exemples de données qui vont accumuler, puis pourquoi ça va être utile? Dans le fond, j'ai pas non plus 12 ans d'expérience en intelligence d'affaires puis en gestion de données. Ce que je peux dire, c'est que pour les cas que j'ai remarqués, il y avait souvent des problèmes au niveau de la qualité, de l'intégrité. Il y avait des erreurs dans le système où qu'on rentrait les données. C'était vraiment... il n'y avait pas nécessairement de règles fonctionnelles, ce qui faisait que il y avait le principe du garbage in, garbage out, où on ramasse des données qui font pas de sens, puis quand on les exploite, ben ça fait pas plus de sens. Mais dans le cas de Carrément Tarte, dans leur système de gestion intégrée, la base de données est vraiment très bien montée. Il y a beaucoup de détails. Fait que ça ressemble pratiquement à un entrepôt de données en lui-même. Il y a des modifications, il y a des transformations à faire quand même. Mais la base, elle est là, puis elle est facilement exploitable pour répondre aux différents besoins informationnels de la business. OK, mais quand tu dis entrepôt de données, peux-tu être plus précis? C'est pas juste une database, c'est plusieurs éléments. Ouais, ben dans le fond, un entrepôt de données, on peut le qualifier comme en lui-même une grosse base de données. C'est juste que dans cette grosse base de données-là, on peut... Il y a différentes manières de le développer. La manière dont on utilise le plus souvent, puis qui c'est le plus commun dans les entreprises, surtout dans les plus petites entreprises, on appelle un modèle en étoile. Fait qu'on fait de la modélisation de données. Puis en gros, je veux pas rentrer trop dans le crunchy, c'est qu'on a des tables de faits, donc des événements qui arrivent dans le temps. Fait que, exemple, des ventes qui sont dans le temps. Puis, on donne un contexte à ces ventes-là avec des tables de dimensions. Fait que, c'est ce qu'on appelle un modèle multidimensionnel. Fait que sur des événements, on contextualise ça avec ces dimensions-là. Puis, ces dimensions-là, ces références-là, on les alimente à partir du système source qui est le système de gestion intégré. Fait que c'est un peu comment on fait un entrepôt de données. Il y a différentes tendances, il y a des nouvelles tendances à ce niveau-là, il y a des data lakes, des lacs de données où on ramasse la donnée structurée et non structurée. Mais pour ce qui est de l'entrepôt, c'est beaucoup les données structurées qu'on récolte. OK. Puis, tu sais, dans le fond, de ce que je comprends, la cliente avait beaucoup de données, mais elle les consommait pas. Tu sais, les données s'accumulaient. Fait qu'elle est venue nous voir pour qu'on puisse lui donner un aperçu de qu'est-ce que ces données signifient, dans le fond. Exactement. C'est de voir le potentiel des données qu'elle a. C'est quoi les possibilités qu'on a, que si on les récolte puis on les met dans un entrepôt puis on les structure comme il faut, ben on peut se brancher avec des outils de visualisation pour consommer ces données-là, les visualiser puis par la suite les analyser, prendre des décisions en fonction de ce qu'on voit là. OK. Puis peux-tu donner des exemples concrets de qu'est-ce qu'on va... en travaillant la donnée, qu'est-ce qu'on va en retirer, puis c'est quoi qui va être parlant pour le client? Mais dans le fond, on parle souvent d'indicateurs de performance, puis le KPI, on l'entend partout. Ça demeure
la finalité de l'intelligence d'affaires. On peut avoir des métriques, fait que vraiment des mesures de suivi plus statiques ou même dynamiques, mais on peut avoir des indicateurs parce qu'un indicateur, c'est une métrique qu'on compare à quelque chose ou sur un axe temporel, par exemple. Donc, dans le cas de Carrément Tarte, on avait des indicateurs de performance au niveau de ses ventes. Fait qu'on voulait savoir sur les différents territoires, c'est quoi la distribution de ses ventes sur le territoire, puis aussi en fonction, dans le temps, sur un axe temporel, à quoi ça ressemble. Fait que à partir de ça, de la manière qu'elle visualise les données, elle peut identifier c'est les territoires les plus intéressants à pousser quel produit, est-ce qu'il y a des tendances associées à ça, est-ce qu'il y a des correctifs à faire, elle est plus à l'affût de ce qui se passe sur son terrain parce que les données qu'on récolte représentent la réalité, puis c'est ce qu'on appelle justement une histoire, fait qu'elle est en mesure de s'orienter stratégiquement en fonction de ça. OK. Fait que avec toutes ces données-là, elle peut probablement aussi avoir une meilleure idée de son coût de revient par produit. Puis c'était capable de corréler. J'imagine qu'elle doit accumuler des données, par exemple, d'électricité ou sa matière première, le coût de sa main-d'œuvre. Comme ça, t'es capable d'avoir un coût plus précis de chacun de ses produits. Exactement. Ça, c'était un de ses besoins, mais tu fais bien de me le rappeler. Dans le fond, il y avait l'histoire de la distribution des ventes, mais aussi, elle voulait avoir le coût de revient de ses produits ou de ses recettes, parce que chez Carrément Tarte, on a une recette, puis une recette, ça demande de la matière première, ça demande exemple, du chocolat, du sucre, de la pâte, une assiette d'aluminium, par exemple. Donc, tous ces éléments-là sont comptabilisés puis sont associés au produit, puis elle voulait obtenir le coût de revient de ce produit-là. Puis c'est justement le ERP qui nous permettait d'aller chercher toutes ces variables-là pour calculer le coût de revient puis l'avoir justement à un niveau très granulaire. Là. Fait qu'au niveau du produit, mais aussi dans le temps, si le prix, je sais pas, moi, des œufs augmente, l'année dernière était plus bas, cette année est plus élevée, est-ce que ça fait du sens avec notre coût de revient? Est-ce que dans notre système, les coûts sont à jour? Puis est-ce que il y a des choses à modifier? Puis ça modifie sa prise de décision puis sa qualité de décision aussi. Probablement qu'avec une qualité de données comme tu nous parles depuis tantôt, on doit être capable de détecter quand il y a des erreurs ou des choses qui sont anormales, des éléments qui doivent être des données qui sont aberrantes dans le dataset ou dans l'entrepôt de données. Mm-hmm. As-tu remarqué ce genre d'éléments? Oui, puis c'était un des... Tu sais, dans un cours de projet, on a des temps cap puis des nouvelles demandes. Fait que ça, c'était quoi qu'on a amené de l'avant, on lui a partagé, dans le sens où elle nous avait mentionné qu'il y avait des quantités théoriques puis des quantités produites de tartes, dans le fond, de recettes. Puis à ce niveau-là, on avait toute la donnée, puis on était en mesure de calculer l'efficacité de production. Fait qu'est-ce que justement la quantité théorique planifiée correspond à ce qu'on avait produit, ou vice-versa, bien évidemment. Puis on a un indicateur qui nous dit si la proportion est trop élevée ou est légitime. Puis si elle est trop élevée, dans le fond, c'est de se poser la question si la quantité théorique était trop élevée, puis que finalement la quantité produite est à moitié moins élevée. Est-ce que c'est normal qu'on ait planifié autant? Puis le contraire, c'est pourquoi on aurait justement produit 2 fois plus de tartes de ce qu'on avait planifié. Des fois, il peut y avoir une raison soit d'entrée de données dans le système, ou la deuxième raison, c'est que potentiellement, il peut avoir il y a une explication associée à ça dans l'historique des données, puis ça permet de justifier certains trucs puis de réajuster le tir. Tu nous parles de données, mais tout ce que j'ai en tête en ce moment, c'est des genres de fichiers Excel avec plein de data. Il doit y avoir une façon de visualiser ça qui est plus parlant pour quelqu'un qui n'est pas habitué de travailler avec le data. Pour le commun des mortels, c'est sûr que Excel, c'est comme l'outil idéal pour répondre à tous les besoins. Ce qui est pas faux, mais ce qui est pas totalement incroyable non plus. Ça a ses limites. Exemple, le partage d'informations. Puis c'est pour ça qu'on a des outils de reporting, comme je mentionnais plus tôt, là, pour créer des visuels, des graphiques, des grilles de données. Pratiquement comme un Excel, mais tu as la possibilité de partager plus d'informations puis de creuser plus facilement dépendamment du besoin. Fait que dans le cas de Carrément Tarte, on a décidé d'y aller avec Power BI, quelque chose de pas trop complexe, qui est facilement utilisable. On parle de la suite Office, la suite Microsoft. Puis il y a des possibilités d'intégration avec plusieurs sources de données. Puis
souvent un des challenges pour les entreprises manufacturières, c'est que les spécialisations ou comment je pourrais dire, les compétences techniques au niveau des technos sont peut-être plus difficiles à aller chercher. Puis faut prendre ça en considération quand on fait un projet, c'est de s'assurer que le client a les deux mains sur le volant, puis il est en mesure de garder le système en vie, parce que sinon il n'y aura pas de valeur qui sera créée. Fait on voulait amener quelque chose, une solution qui soit efficace, mais qui soit simple d'utilisation pour la cliente. Puis dans le fond, Power BI, ça faisait partie de ça aussi. Okay. J'aimerais ça qu'on parle un peu de code. Là. Dans le fond, on a beaucoup de données. À un moment donné, tu veux faire des agrégations en différentes tables ou différentes sources de données. On utilise-tu du code pour faire ça? Puis c'est quoi les langages? Puis comment tu t'y prends plus techniquement? Dans le fond, pour Carrémentart, ça a été vraiment, c'est du SQL pour la majorité du temps, fait que des beaux selected well, comme on aime dire. Puis dans le fond, c'est que des requêtes, fait que c'est de la modélisation de données, c'est des requêtes la majorité du temps. Puis des fois, parfois, même que selon l'outil de reporting, là il y a des langages propres à l'outil de présentation. Fait que dans le cas de Power BI, on a du DAX, qui est un langage de programmation vraiment associé à Power BI, qui permet de personnaliser un peu, à un certain niveau, mais quand même un niveau élevé de visuel, de calcul, de graphique pour développer des indicateurs de performance qui font du sens pour le client. Excellent, c'est intéressant, mais tu sais, souvent on parle qu'un cordonnier peut être mal chaussé, puis j'ai entendu parler que tu as travaillé beaucoup aussi sur le data, mais chez Vauban, je crois qu'on a un data lake, on est allé chercher de l'information, toutes nos données sur nos différents projets, puis je t'ai vu travailler souvent sur cette information-là. Peux-tu nous parler un peu, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis c'est peut-être faire un lien que c'est pas juste pour les clients, qu'on utilise ça, mais pour nous-mêmes aussi. Absolument. Dans le fond, chez Vauban, comme tu dis, coordonnées mal chaussées, souvent il y a des boîtes de consultation, des entreprises ils promouvoient le fait qu'on est tant bon dans le service, dans les technologies. Mais à l'interne, nous, qu'est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'on nous-mêmes, on emploie les pratiques qu'on propose chez le client? Puis dans notre cas, oui, comme tu disais, on a un lac de données, fait que sur BigQuery, fait que la suite GCP, qu'on va chercher des données à travers différents systèmes. Là, on parle de Jira, notre système de facturation, et d'autres. Puis sur BigQuery, ensuite, on utilise un outil on appelle la MDS, le Modern Data Stack. On utilise DBT, qui est un outil open source qui est en grosse croissance. Puis c'est un outil vraiment facile d'utilisation puis d'intégration continue qui permet de faire du SQL en tant que tel, du SQL, puis faire de la modélisation de données pour différents besoins. Fait qu'on donne... Ce que ça permet de faire, cet outil-là, c'est du self-service analytics. Ça veut dire, c'est de donner la possibilité à l'utilisateur de bâtir des indicateurs ou des analyses en fonction de ses besoins. Fait c'est ça. Fait concrètement, si je m'en viens de voir puis je te dis je travaille sur tel projet, je veux pas que tu me dises seulement l'avancement, je veux savoir, mettons, le budget, je veux savoir qui a travaillé sur quoi, je veux savoir des statistiques sur un projet. Avec ce taux-là que tu as développé, on est capable d'avoir toute cette information-là. Exactement. Fait que dans le fond, c'est pas moi qui l'ai développé, j'ai pas les compétences pour le faire, mais pour l'utiliser, je l'ai. Puis dans le fond, je l'ai. À un certain niveau, il y a sûrement des gens meilleurs que moi, mais pour les besoins qu'on a, je suis pas mal sûr que t'es le meilleur. Sérieusement, t'es fort. Hein? T'es fort. Hein? Puis dans le fond, de cet outil-là, ce que ça permet de faire, c'est que là, on génère nous-mêmes notre propre modèle de données à l'interne. Puis selon les besoins, effectivement, pour les besoins de nos architectes qui ont besoin de savoir les avancements, les roadmaps, l'état du backlog de certains projets, autant que nos chargés de projet qui ont besoin de savoir le pourcentage de dépensés, qu'est-ce que le temps qui s'associe à certaines tâches, pour non seulement évaluer la performance, mais voir c'est quoi notre delta, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est en retard, quelle décision on doit prendre aujourd'hui pour améliorer nos opérations. C'est ce que ça permet de faire, entre autres. Fait que DBT modélise la donnée, puis après ça, on a un outil aussi de reporting à l'interne, qui est Power BI, parce que pourquoi pas l'utiliser, sur lequel on affiche ces données-là. Puis éventuellement, la vision, c'est de donner accès à certaines informations à plus de gens pour que tout le monde soit au fait des mêmes informations, puis qu'on perde qu'on gagne en efficacité. Parce que c'est dur à évaluer un projet BI, comme
un projet de data, c'est dur à évaluer le retour sur investissement, mais comment on peut le calculer? C'est justement avec son efficience. Dans le sens où, je sais pas si je peux te donner un exemple Ouais, vas-y. à ce niveau-là. C'est que disons que on est 50 employés, puis on a tout un salaire annuel. Puis T'es payé, toi? ouais, ben ça a l'air pas tout le temps. Ok. En fin de journée comme là, pas nécessairement. Fait que puis de cette on évalue l'efficience ou l'efficacité des employés à 80%. Mais si je te dis qu'avec puis chaque employé, disons, passe 3 heures par semaine, 4 ou 5 heures par semaine à travailler sur des fichiers Excel, à essayer de trouver son information, à chercher la bonne information, mais si tu fais 5 heures fois 50 ou 60 employés, ça fait un volume d'heures d'inefficacité. Mais si je te dis que du 80%, avec le BI, on automatise certains rapports, on essaie d'identifier l'information que les gens ont besoin pour travailler, mais on la fournit de ce niveau-là, puis là, on gagne 5 ou 6% d'efficience, ben sur ton salaire, ça va paraître, puis la business, c'est comme ça qu'on peut évaluer le retour sur investissement. Depuis tantôt, tu nous parles de data, puis certains d'entre vous ont probablement écouté les autres épisodes qu'on a parlé d'AI, de projet d'AI. Moi, je trouve ça extrêmement parlant parce que tout ce que je vois en ce moment, c'est j'ai envie de prédire le futur parce qu'il y a beaucoup de data dans le passé. As-tu eu des exemples? Est-ce qu'on t'en a déjà parlé? Est-ce que tu as eu de vent de peut-être des projets qu'on pourrait leverager le data qui est accumulé dans les différents projets de ce type-là? Ouais, ben, avant, j'avais comme la vision de dire que il peut pas avoir de l'AI s'il n'y a pas de BI. Puis là, je rentre dans une boîte que j'ai réalisé, je suis rentré dans le mur, là, dans le sens que clairement, ça peut se faire. Puis de ça, on en sort aussi de l'information vraiment intéressante. Fait que dans les projets AI, vous utilisez des données structurées, mais aussi non structurées. Puis du côté BI, on utilise aussi, on peut faire les deux. Puis là, récemment, ben c'est sûr que les besoins de la business grandissent. Puis nous, je veux améliorer le modèle de données. Fait que oui, on veut tendre vers du prédictif. On veut utiliser les données de l'historique pour prédire comment la vélocité des projets va se poursuivre, comment est-ce qu'on va atterrir certains sprints, est-ce qu'on est en mesure, avec notre nombre de points, d'arriver à terme selon ce qu'on avait visé comme objectif, puis si le client va être content, ben tout ça, c'est des besoins, puis on vise à se rendre vers là. Fait que j'ai besoin des cerveaux de votre équipe pour me rendre là. Ce qui est vraiment nice là, dans ce que tu nous parles depuis tantôt, c'est les données sont utiles maintenant, même si on fait pas d'AI, puis ils vont être utiles aussi pour prédire le futur. Fait que oui, les données de notre cliente tantôt de Carrément Tarte peut les utiliser pour prendre des décisions en ce moment. Avec le passé, elle le fait elle-même avec son cerveau. Ouais. Mais bref, si on est capable d'installer de l'AI, l'intelligence artificielle, faire des prédictions sur le futur, juste les deux couplés ensemble, on va avoir des résultats encore meilleurs. Exact. Puis si je peux rajouter aussi, je sais que pour un de nos projets à l'interne, pas à l'interne, mais un de nos projets, on voulait éventuellement mesurer le succès de l'aéro, par exemple. Fait que s'il n'y aurait pas des métriques à construire, fait que le contraire est aussi vrai de bâtir du BI pour de l'AI, mais aussi d'avoir de l'AI puis essayer de mesurer le succès du projet en bâtissant des métriques, puis en faisant le suivi de ces métriques-là pour mesurer l'efficacité puis le succès du modèle qu'on met en place. Fait que c'est tout aussi vrai dans ce cas-là. Excellent. Tu nous as parlé, il y a eu beaucoup de données dans ce que tu nous as dit. Ouais. Merci du podcast. C'était très, très intéressant. Sérieusement, j'étais pas au courant totalement sur c'était quoi sur quoi tu travaillais, c'était quoi ton rôle. Ouais, c'est ça. Des fois, je suis comme Tito, il me pose des questions, j'y parle, je pose des questions, mais concrètement, on vient de faire un tour de piste qui est vraiment nice. Si tu voulais attirer d'autres gens, mettons d'autres gens qui ont un background un peu comme le tien, c'est qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils viennent travailler chez Wooban? Ben, dans le fond, ce qui est le fun chez Wooban, c'est un peu la flexibilité puis l'autonomie qu'on a à amener des solutions, à créer des initiatives. Fait que si on a un peu de curiosité, puis c'est clairement ainsi que tu peux la mettre en œuvre parce que tu apprends des trucs à tous les jours, puis on est entouré de personnes qui sont vraiment genre
compétentes, j'allais dire sur la coche en bon français. Ouais, moi j'aurais dit sur la coche. Ouais, je me permets de le dire. Fait que ça, c'est vraiment cool pour ça. Puis le monde nous font confiance. Fait qu'on essaie des trucs, c'est en collaborant qu'on sort les bonnes idées puis qu'on peut les mettre en place. Fait que ça, pour ça, c'est ce qui fait que c'est cool de travailler ici. Je suis vraiment d'accord avec toi, là. Sérieusement, d'avoir des gens aussi sous la coche, comme on dit. Pour vrai, tous les jours, c'est tout le temps, on se challenge, puis 1 an plus tard, 2 ans plus tard, tu te rends compte que tu es vraiment rendu compétent dans ton domaine, encore plus que tu l'étais quand tu es rentré. Fait que merci Antoine. Ça fait plaisir. C'est drôle que tu me dises Antoine. Ouais, d'habitude, je t'appelle Tito, là, mais je me suis gardé. On va le prendre. Tito, c'est correct. Hey, merci, bye tout le monde, merci d'avoir écouté.